Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence Sueur au micro. Bienvenue au Bar de l'économie. En direct son, je vous le rappelle, sur notre player bardeléconomie.fr. Vous cliquez sur la petite flèche et en vidéo, pour ceux qui préfèrent la vidéo, sur Facebook, évidemment, en live, page Bar de l'économie. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons parler trophée du Val d'Oise. Grâce à vous, Emmanuel Détieux, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'agence d'attractivité économique du Val d'Oise. Vous êtes l'organisatrice des trophées remis au Salon Effervescence, le salon du Made in 95 en Val d'Oise, bien sûr, et plusieurs catégories pour ces trophées: innovation, création d'entreprise, Made in 95 et le coup de cœur du jury. Alors aujourd'hui, à vos côtés, la gagnante du trophée Made in 95, Émilie Vandekix, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fourmilière 95, donc on verra avec vous comment et pourquoi avoir créé cette entreprise. Qu'est-ce que vous proposez comme service, comme produit, etc. Bien entendu. Et puis, je suppose que vous êtes fiers d'être cette labellisation, ce trophée Effervescence, trophée Made in 95. Et puis, à vos côtés, le coup de cœur du jury, toujours, bien sûr, pour ces trophées au Salon Effervescence. C'est vous, Alicia Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'ESAT Les Belles Vues, car vous avez créé un film qui s'appelle Mon masque et moi, et on saura tout à l'heure sur comment avoir créé et pourquoi avoir créé ce film Mon masque et moi, et puis les outils utilisés. Et je pense que beaucoup de jeunes notamment vont être intéressés de voir comment on fait un film et combien de temps ça prend, par exemple. Alors à 10h, vers 10h, nous retrouverons Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, pour l'interview de Cédric Villani sur la géopolitique et les nouveaux outils techniques. Mais tout d'abord, comme d'habitude, eh bien, les infos du jour. Évidemment, le point Covid. Le ministre de la Santé annonce l'installation de vaccinodromes après avoir martelé qu'il n'y croyait pas. Un changement de cap, car le président Emmanuel Macron mise sur l'arrivée prochaine de nombreuses doses de vaccins pour mettre en place des campagnes ciblées, en particulier, on le sait maintenant, sur les professions qui sont exposées, et notamment les enseignants. Et oui, finalement, sans le dire, eh bien maintenant, on sait que ce sont les foyers d'infection sont les écoles, les collèges et les lycées, mais comme vous le savez, on ne peut pas ne pas envoyer les enfants à l'école. Donc ce seront les enseignants qui seront sans doute éligibles au vaccin à partir de la mi-avril. On attend d'ailleurs des mesures peut-être aujourd'hui. Et puis aussi la vaccination qui sera accessible dès l'âge de 70 ans et toujours à partir de 50 ans pour les personnes souffrant de comorbidité. Et pour les 70 ans, c'est dès samedi. Et alors tout ça, alors que l'AstraZeneca est de nouveau sur la sellette après le décès d'un jeune étudiant. Alors, Emmanuel Détieux, j'ai envie de vous demander un petit peu, vous qui vous occupez de l'agence d'attractivité du Val d'Oise, je sais que vous avez eu beaucoup de chefs d'entreprise ce mois dernier au téléphone. Que pensez-vous du moral des chefs d'entreprise? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que vous avez quand même fait plus de 800 appels, c'est énorme. Finalement, le bilan de toute cette campagne d'appels, ça donne quoi? Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes à un an du début de la pandémie et il y a tout juste un an, en effet, on était au début du confinement et en effet, dès le début de la pandémie, en fait, et du confinement, le CEVO, donc l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise, a souhaité contacter directement les entreprises pour à la fois prendre le pouls un petit peu de leur situation, mais aussi pour leur donner, pour leur porter à leur connaissance l'ensemble des dispositifs disponibles pour les aider dans cette situation. Et donc aujourd'hui, pour répondre concrètement à votre question, le moral des chefs d'entreprise est globalement c'est pessimiste dans le sens où aujourd'hui ils n'ont encore aucune perspective
trop souvent. Alors, on a quelques entreprises qui ont des projets de développement et la situation est mine de rien assez contrastée puisqu'on a des entreprises qui souffrent énormément. Hein, si je pense tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, de l'aérien, bien entendu, qui concerne beaucoup le Val d'Oise, le secteur aéronautique qui est touché également de plein fouet. Nous avons par contre des entreprises dans les secteurs du médical, du numérique, qui s'en sortent mieux. Donc, je pense bien sûr aux commerçants, aux restaurateurs qui sont très affectés. Donc, des situations contrastées suivant les secteurs d'activité, je pourrais dire. Et puis, toujours cette incertitude pesante sur l'avenir et sur une reprise éventuelle. Oui, merci beaucoup Emmanuelle Détieux. Je rappelle que vous représentez l'agence d'attractivité du Val d'Oise. Effectivement, on attend également des mesures je sais que tout est en réflexion pour la réouverture des hôtels, cafés, restaurants, ce qui amène la vie, bien sûr, pour tous. Merci en tout cas. Autre info du jour, c'est le télétravail qui sera pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Effectuer ses tâches professionnelles depuis son domicile ne serait pas une sinécure pour de nombreux actifs. Certains salariés ont dû engager des frais professionnels. Alors, pour atténuer cette charge financière subie en 2020, Bercy annonce que des mesures spécifiques seront mises en place. Alors, les indemnités versées par les employeurs pour certains couvrent les frais pour certains salariés, mais pas tous. En tout cas, le ministère de l'économie annonce avoir décidé de plafonner l'indemnité forfaitaire à 2,50 € par jour de télétravail dans la limite de 550 € par an. Voilà, si vous êtes donc en télétravail, notez-le, c'est important vu que vos déclarations sont à faire pour le mois de juin. Autre info du jour, c'est l'association pour l'emploi des cadres, l'APEC, qui lance une initiative destinée à lutter contre le chômage massif des plus de 50 ans. Et cette initiative s'appelle Talent Senior. Elle sera déployée en PACA et dans les Hauts-de-France et puis dans 5 autres régions d'ici l'automne. Ce plan consiste en un système de parrainage. Une fois par mois, des employeurs, des élus locaux et des conseillers de l'APEC et des chômeurs seniors se retrouvent pour construire un projet professionnel. Alors en PACA et en Hauts-de-France, où l'expérience a déjà eu lieu en 2019, 65% des personnes suivies se séparent le plus de ces seniors. Un quart des 50-55 ans sont au chômage actuellement. On passe à 2/3 des 65 ans, des 60-65 ans. On a pourtant besoin du savoir-faire des seniors dans l'entreprise et 61% des répondants disent vouloir travailler beaucoup plus tant que la santé leur permet. Voilà, je rappelle donc que cette mesure qui s'appelle avec l'APEC Talent Senior, et c'était vraiment une très jolie initiative. Je rappelle qu'il y a un contrat aussi à durée déterminée senior, ça s'appelle le CDD senior. C'est un CDD réservé à certaines personnes en fin de carrière et dont la durée spécifique est très encadrée. Là, il faut que vous contactiez Pôle emploi. Émilie Vandekix, qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures, hein ? Je pense qu'elles sont très intéressantes, puisque je pense que nos seniors peuvent transmettre énormément aux jeunes et aux moins jeunes entreprises par leur savoir-faire. Et donc je pense que c'est une belle initiative d'aider nos seniors, de finir leur carrière honorablement et d'aider les actifs. Donc je trouve ça très intéressant. Merci Émilie Vandekix. Je rappelle que vous présidez l'entreprise La Fourmilière 95. J'aime bien parler du problème d'emploi des seniors, d'autant que notre invité vendredi dernier avait annoncé une possibilité de contrat de professionnalisation, genre apprentissage pour les seniors, mais pour l'instant, je n'ai pas de confirmation de mesures officielles. Autre information du jour, et ce sera la dernière pour aujourd'hui, c'est le japonais Renesas Electronics, fournisseur de clés de semi-conducteurs automobiles, a déclaré que la production dans son usine endommagée par un incendie mettrait au moins 1 mois à redémarrer, ce qui pourrait aggraver une pénurie de puces qui perturbe pas mal de production en ce moment et bien sûr la production automobile. D'ailleurs, les pick-ups du groupe Stellantis, vous savez, c'est le nouveau groupe Peugeot-Fiat, sont frappés, tout comme Ford, qui réduit sa production en raison de cette pénurie mondiale de puces électroniques. Voilà, c'était nos infos du jour. On fait une toute petite pause musicale et puis ensuite place à nos sujets du jour, les trophées du Made in 95. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous.
vous protéger et protéger les autres. Restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, émission spéciale trophée du Made in 95 avec Emmanuel Détieux, l'agence d'attractivité du Val d'Oise, Émilie Vandekix, présidente de La Fourmilière 95 et Alicia Nathalie qui représente l'ESAT des Bellevues pour le film qu'elle a créé, Mon masque et moi. Alors Emmanuel Détieux, expliquez-nous un petit peu cette organisation finalement des trophées, pourquoi, comment ça se passe. On veut tout savoir sur les dessous. D'accord. Alors peut-être je vais resituer aussi peut-être pour les auditeurs le salon Effervescence. Donc le salon Effervescence, c'est vraiment le salon du Made in 95. Cette année, nous fêterons donc les 10 ans du salon. Et oui, 10 ans déjà. En fait, c'est à l'initiative d'associations de chefs d'entreprise que le salon est né donc en 2011. L'idée en fait de départ, c'était de réunir les chefs d'entreprise d'une des villes du Val d'Oise pour qu'ils se connaissent entre eux. Et l'idée a germé, s'est développée, a fait des émules dans le Val d'Oise, et aujourd'hui c'est devenu le salon du savoir-faire valdoisien, le salon du Made in 95. Donc depuis 5 ans, nous avons décidé, donc pour mettre aussi à l'honneur le savoir-faire des entreprises industrielles ou de services à l'industrie du département, nous avons décidé pour les mettre à l'honneur, de créer 3 trophées. Donc le trophée de la création d'entreprise Michel Lefebvre, donc qui récompense une entreprise de moins de 3 ans qui a des projets de développement et un potentiel important de clientèle et de développement à la fois au niveau du Val d'Oise mais au-delà. Le trophée de l'innovation qui, comme son nom l'indique, récompense en fait une innovation industrielle ou une innovation sociétale. Le trophée du Made in 95, qui a été remporté cette année par Émilie Vandekix, voilà. Et puis cette année, exceptionnellement, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'inclusion dans l'emploi sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise. Et le jury a décidé de décerner un prix coup de cœur du jury qui a été remis cette année pour la réalisation du film Mon masque et moi et ce film a été réalisé par l'ESAT des Bellevues. Donc si vous voulez connaître un petit peu les dessous, donc en fait cette année 2020 et du fait du Covid, nous avons dû reporter plusieurs fois l'édition physique du salon, donc qui n'a pas pu se tenir malheureusement en 2020. Toutefois, nous avons décidé de conserver en fait ces trophées. Et nous les avons réalisés sous forme virtuelle. Donc, comme je vous le disais au début, c'est que le salon Effervescence, en fait, est organisé de telle façon que ce sont une trentaine de réseaux d'entreprises du Val d'Oise qui travaillent ensemble au sein d'un comité de pilotage et qui organisent bénévolement ce salon au service de toutes les entreprises et du Val d'Oise. Et donc le format généralement du salon, c'est sur une demi-journée, et l'idée c'est vraiment de faire se rencontrer les chefs d'entreprise du Val d'Oise, qu'ils se connaissent entre eux, qu'ils échangent et éventuellement qu'ils puissent travailler ensemble. Exactement, qui nouent des courants d'affaires aussi localement entre eux. Donc c'est vraiment, c'était les circuits courts en avance. L'idée était déjà
en gestation et se mettait en pratique concrètement sur le département. Alors d'où l'importance, Emmanuelle Détu, en vous entendant, de faire partie d'un réseau d'entreprises, en particulier en Val d'Oise. Alors vous avez dit qu'il y avait une trentaine d'associations finalement qui s'étaient regroupées pour créer ce salon. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns de ces réseaux? Alors à l'origine, bien sûr. Alors on peut la paternité en fait de ce salon revient à l'ADPAVAB, qui est présidé par Philippe Écran, qui a agrandi finalement ne s'est pas cantonné au seul territoire autour d'Argenteuil et a décidé en fait d'ouvrir le salon plus largement. Et aujourd'hui sont partie prenante tous les réseaux, je puis dire, d'entreprises, que ce soit des réseaux territoriaux, des réseaux sectoriels. Et donc, bien sûr, le CEVO fait partie et est très présent et très impliqué dans le comité de pilotage. Bien sûr, la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, la Chambre des métiers, et puis les réseaux d'entreprises. Alors, si je commence à les citer, j'ai peur d'en oublier. Enfin, vous avez dit une trentaine, on va pas tous les citer, c'est pas possible. Mais on en a une trentaine, voilà. Donc, mais qui sont tous représentés, tous très impliqués aussi dans l'organisation, qui demande beaucoup d'énergie et puisque tout est fait vraiment localement et par les acteurs valdoisiens. Oui, pour promouvoir justement cette richesse de liens dans le Val d'Oise, on l'a bien compris. Qui est remarquable. Hein. Vous disiez, il y a 30 réseaux qui sont impliqués et on compte aujourd'hui dans le Val d'Oise une soixantaine de réseaux d'entreprises. Et le Val d'Oise se caractérise vraiment par ces réseaux qui travaillent tous ensemble. Et ça, c'est vraiment une exemplarité du Val d'Oise que les acteurs travaillent tous ensemble, main dans la main, pour aider et pour accompagner les entreprises dans leur développement. Et ça, on l'a beaucoup vécu cette dernière année. Je pense également au MEVO, également qui est impliqué dans le MEVO, la CPME, qui sont impliqués aussi. Voilà, Initiative 95. Vraiment, tous les acteurs économiques sont impliqués dans cette belle aventure. Et c'est vrai, un beau salon. On regrette, à cause de la pandémie, on regrette de ne pas avoir pu y assister cette année. Et c'est vrai que nous, au niveau du bar de l'économie, qui avons été deux ans de suite, on regrette que, bien sûr, ça n'ait pas pu avoir lieu, mais on espère qu'avec la pandémie et les vaccins qui vont arriver, eh bien, ce salon pourra avoir lieu physiquement l'année prochaine. Cette année 2021, on prévoit en effet, la date n'est pas encore déterminée, mais on prévoit un salon au mois de septembre en physique. Vous espérez en septembre? On espère en septembre. Soyons optimistes. Nous sommes optimistes et nous espérons que nous pourrons le tenir en septembre pour mettre à l'honneur donc les plus de 200 exposants qui s'étaient inscrits pour l'édition 2020 et qui ont conservé leur candidature. Donc ils seront présents en 2021. Donc on vous donne rendez-vous au plus tard en septembre. Voilà, donc on en saura plus au mois de juin ou peut-être tout début septembre. On attend les annonces, bien sûr, gouvernementales pour donner plus de précision, bien évidemment. Alors, à vos côtés, la gagnante du trophée Made in 95, c'est vous, Émilie Vantekix. Vous êtes présidente de la Fourmilière 95. Expliquez-nous cette création d'entreprise. Alors, cette idée s'est déroulée en avril 2019, donc on a pratiquement 2 ans. Donc j'ai eu l'idée après une belle expérience sur le territoire, que nos agriculteurs avaient des difficultés à vendre directement à la ferme. Et je pense que quand on veut manger sainement et localement, c'est compliqué de faire la tournée, puisque nous faisons 300 km pour récupérer l'ensemble des produits sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, très concrètement, nous, consommateurs, on peut pas faire 300 km le week-end pour aller chercher son poulet, sa farine, ses lentilles ou encore son pain. Donc, nous avons créé la Fourmilière 95 pour regrouper en un seul lieu l'ensemble des producteurs du Val d'Oise pour permettre de consommer local. Et on a rajouté l'insertion des personnes en situation de handicap, puisque on a nos collaborateurs qui sont en situation de handicap et donc nous permettons l'emploi des personnes en situation de handicap comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, ils sont inscrits
insérés chez nous et ils deviennent comme monsieur et madame tout le monde, donc ce qui permet d'être une entreprise en économie sociale et solidaire. Voilà, c'est-à-dire c'est une des nouvelles structures possibles. Maintenant on a une autre catégorie qui sont aussi les entreprises à mission, et puis vous faites partie donc des entreprises d'économie locale et solidaire. Alors vous venez de nous dire que c'est vous qui récupérez donc des produits alimentaires de consommation courante, j'imagine. Tout à fait. On trouve de tout dans le Val d'Oise. Et oui, alors, on trouve de tout. Dites-nous, où êtes-vous installé déjà? Est-ce que vous avez un magasin physique? Alors, tout à fait. Donc, le siège social est bien sûr sur la ville de Daumont, mais nous avons plus d'une vingtaine de points de distribution que nous appelons des rennes, puisque la fourmilière 95, il y a des rennes chez les fourmis, et donc nous avons une vingtaine de points de ce qu'on a appelé les points relais. En fait, c'est simplement des points relais. Nous avons donc sur tout le territoire, nous avons une boutique sur la ville de Gonesse, et nous avons en prévision d'autres ouvertures de boutiques sur le Val d'Oise pour permettre d'être plus près des gens pour consommer local. Voilà. Et donc, on trouve de tout dans le Val d'Oise. Oui, on trouve de la farine, des lentilles corail, même du quinoa. Et donc, on a 80% de nos produits issus du Val d'Oise et de l'Île-de-France. Et après, dans les 20% qui restent, nous allons chercher le meilleur en France, à moins de 200 km, ou quand ça va très très loin, parce que les gens consomment certains produits qui vont très très loin, on cherche des produits éthiques. C'est-à-dire que c'est des personnes qui font travailler des producteurs locaux de leur pays, et les produits reviennent en France et ils font travailler des ESAT et des personnes en situation de handicap pour reconditionner, pour derrière redistribuer en vrac. Donc une vraie chaîne finalement sociale de bout en bout, de la production à la consommation. Exactement. Donc on trouve 80%, vous avez dit, des produits finalement en Val d'Oise ou proche de l'Île-de-France, et puis 20% qui viennent éventuellement de l'étranger, à condition qu'ils respectent ce que vous avez dit, éthique. La charte éthique de la production et de consommation. Tout à fait, exactement. Alors on va dans ce qui est consommable. Et donc ce sont des contrats annuels ce sont des contrats que vous signez avec les agriculteurs, avec les producteurs. Vous savez, le monde de l'agriculture, il s'ouvre parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, une nouvelle génération qui reprend les fermes de leurs parents ou qui se mettent à l'agriculture bio ou culture raisonnée sur le territoire. Et donc c'est une super idée et on les motive à continuer. Non, il n'y a pas de contrat. Il y a tout simplement un bon serrage de main, comme dans le temps, et des pourparlers, et on négocie et on fonctionne comme ça en fait. Je pense qu'il ne faut pas leur parler de contrat quand ils sont assis dans leur tracteur ou dans les champs. Les rendez-vous se font généralement dans les champs. Donc, un serrage de main, bref, comme vous avez dit, le bon contrat verbal comme dans le temps. Oui. Ça veut dire que vous négociez avec chacun des prix, ou vous avez un tarif par produit, j'allais dire? Alors moi, comme je suis relativement gentille, je n'ai toujours pas négocié les tarifs. L'objectif était de me lancer, d'employer rapidement des personnes. Donc en fait, on fait surtout en fonction des saisons. Ils envoient des mercuriales, ce qu'on appelle une liste de prix. Et après, on commence à voir en fonction des volumes, quand les volumes deviennent intéressants, de voir si on peut avoir de temps en temps des petites réductions pour permettre d'être au même prix. La particularité de la fourmilière, c'est qu'on est au même prix que des fermes. Donc, le fait d'aller chercher les produits dans les fermes, on propose les mêmes prix de la ferme dans la boutique et sur le site internet. Alors le site internet, on va rappeler l'adresse si vous voulez bien. C'est lafourmilière95.com. Voilà. Est-ce que si on n'habite pas près vous avez dit qu'il y avait 20 points relais. Oui. Si on n'habite pas près d'un point relais, on peut se faire livrer ou pas encore? Actuellement, avec la pandémie, les livraisons à domicile sont en nette augmentation, et donc oui, on livre dans tout le Val d'Oise. Donc sur le site internet, on trouve l'adresse de tous les points relais. Tout à fait. Globalement, vous pouvez nous donner un peu, vous égrenez tout le Val d'Oise, ou vous allez un peu plus loin? Alors là, on est très centré au milieu. On a Montmorency, nous avons Belloin en France, Saint-Martin-du-Tertre, bien sûr Daumont, Ézanville, Argenteuil, et nous avons depuis peu on a ouvert une conciergerie sur les parkings de Cergy-Pontoise. Donc nous allons distribuer sur Cergy pour tout l'ouest du département. Et comme on est installé à Gonesse depuis septembre 2020, nous avons le projet d'ouvrir
des rennes sur la partie est du département. Alors, les rennes, je rappelle que c'est le point relais selon votre nom, puisque vous avez dit la fourmi a des rennes, et les points relais, ce sont des rennes. Voilà, alors tout simplement, c'est des personnes engagées qui ouvrent leur maison 2 heures par semaine, qui nous soutiennent dans nos démarches et qui partagent nos valeurs. Des bénévoles, on leur livre, et après, les autres fourmis, donc les clients, viennent chercher leur panier chez eux. D'accord, donc nous les clients, on est des fourmis. Tout à fait. On commande sur le site internet son petit panier, par exemple. Alors oui, la particularité chez nous, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. C'est libre. On mise sur la fidélité des clients, donc des fourmis, de commander ce qu'ils veulent. Donc des fois, on a des paniers remplis de chocolat et de bière, et d'autres beaucoup de légumes avec de la farine, chacun etc. Ses goûts. Donc chacun ses goûts. Voilà, c'est la liberté. Chez nous, il y a la liberté de consommer local et de faire ce que vous voulez et de choisir ce que vous voulez. Et donc, comme vous avez dit, on trouve de tout dans le Val d'Oise. Donc, j'imagine qu'on peut aussi commander du fromage. Alors, tout à fait. Vous avez vraiment... là, nous avons rentré les yaourts Cardelet de la ville d'Argenteuil. On a eu beaucoup de difficultés, mais on a enfin eu les yaourts de la laiterie de la Chapelle, où ils viennent récupérer, parce que nous avons plus que 5 fermes laitières sur le Val d'Oise. Tous travaillent avec des gros groupes, sauf une qui distribue son lait à cette laiterie, qui est à Nesle-la-Vallée. Et Nesle-la-Vallée, donc, donne son lait à un jeune qui a gagné le concours Idée Food, comme avec nous l'année dernière, le concours Région Île-de-France. Et donc, il transforme le lait en fromage et en yaourt. Donc, vous voyez, on va chercher vraiment tout ce qui est issu de notre territoire. Parce que ce que vous voulez dire, c'est que tous les autres producteurs de lait qui travaillent avec des grands groupes ne peuvent pas vous vendre à vous ? En fait, ils sont pas ils n'ont plus de stock. Très schématiquement, le camion arrive, il prend le lait qui vient d'être fait par les vaches, et ils n'ont pas de système de redistribution à la ferme. Donc, au niveau de l'hygiène, il y a des normes, et donc il n'y a pas beaucoup de solutions. Des agriculteurs dans le Val d'Oise s'organisent à avoir des petites machines à l'accueil de leur ferme pour vendre direct à la ferme, mais ils ne peuvent pas nous vendre parce qu'on n'a aucun moyen, ils n'ont aucun moyen de pasteuriser ou de mettre en bouteille en grosse quantité. Donc voilà, donc on trouve des systèmes D, et donc voilà, on va chercher. On est des vrais fourmis à trouver les plus beaux produits du Val d'Oise. Oui, j'imagine. Émilie Vandekix, que vous aussi, finalement, vous êtes une fourmi. Vous prenez votre voiture pour aller écumer les régions, enfin les campagnes. Alors voilà, pendant 1 an et demi, j'ai fait 2 fois par semaine, donc 600 km pour aller chercher. Je fais la tournée, j'aide encore mes collaborateurs, puisque après cette émission, je m'en vais finir la tournée avec mes collaborateurs, et j'ai employé une personne en situation de handicap qui fait la tournée chez les producteurs et qui va aussi chez les rennes et qui nous aide aussi à la boutique. Donc l'objectif, voilà, c'est d'agrandir la famille et distribuer au maximum pour inciter vraiment les gens à consommer local, parce que consommer local, quelque part, c'est accessible à tous. Il y a cette idée de dire ça va pas être accessible. C'est accessible à tous parce qu'on retrouve des produits de qualité, donc nutritifs bien meilleurs que d'autres produits qui pourraient venir d'ailleurs et de très loin. Et aussi, sans oublier qu'on est solidaire avec nos agriculteurs et des personnes en situation de handicap que nous embauchons, mais aussi au niveau de l'économie locale, c'est très important de soutenir, parce qu'il ne faut pas oublier que les agriculteurs ne sont pas tout seuls, et ils emploient aussi des personnes, et donc finalement on est solidaire avec de nombreuses familles qui tournent autour de l'économie de l'agriculture dans le Val d'Oise. C'est une chaîne complète, ça vous l'avez bien dit, Émilie Vandekix. Alors, vous n'avez pas parlé éventuellement d'avoir des points relais sur les marchés. Est-ce que ça pourrait être une idée qui pourrait... Parce qu'il y a des producteurs déjà sur certains marchés. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait pas être bien de pouvoir vous retrouver sur certains marchés dans les villes où vous n'êtes pas présente ? Alors, les marchés sont compliqués parce qu'il faut énormément de monde. C'est des horaires complètement le week-end, beaucoup pour les marchés, d'autres en semaine. Pour l'instant, on mise plus sur l'ouverture des magasins sur des communes qui nous accueillent et qui nous appellent pour s'installer sur les communes. Pour l'instant, c'est pas l'objectif, puisque aujourd'hui on n'est que 3, donc il faut absolument faire 3 salariés. 3 salariés. Moi, je ne le suis pas, donc 3 collaborateurs. Donc j'essaie de mener cette petite équipe à grandir sereinement. Donc on est plus à ouvrir peut-être un deuxième drive sur l'est du département, bien sûr en travail, en collaboration avec le CEVO pour trouver le lieu d'installation. Au mieux, voilà, on cherche plus cette façon-là que de faire les marchés, parce que c'est vraiment un autre métier. Et éventuellement une alliance avec les boutiques de produits bio ou de produits naturels, de produits nature. Est-ce que ça les tente ? Vous avez testé ? C'est un projet à court terme, mais c'est encore une autre organisation. Il faut vraiment agrandir l'équipe dans ce cas-là.
trouver d'autres bénévoles finalement pour vous aider peut-être. Alors vous savez, quand on est une entreprise, les bénévoles c'est un peu compliqué, mais on trouve des collaborateurs. L'idée que vous avez émise tout à l'heure dans votre info, peut-être embaucher des seniors aussi avec ce fameux CDD. Voilà, on peut essayer de trouver d'autres systèmes D, d'autres solutions. Mais en entreprise, les bénévoles, ça rime pas avec l'entreprise. Justement, pour l'instant, effectivement, vous ne nous avez pas expliqué sous quelle forme juridique vous êtes organisé. Donc, vous parlez d'entreprise. Ça veut dire que la Fourmilière 95, ça n'est pas une association. Non. C'est une forme de société anonyme, SAS. Qu'est-ce que vous avez choisi comme formule juridique? Une SASU, tout simplement. Une société anonyme unique. Associée unique, avec vraiment dans les statuts en ESS. C'est-à-dire que on part du principe que l'ensemble des collaborateurs collaborent à l'ensemble des projets et tous les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise pour pouvoir grandir et de former et continuer à grandir et à accueillir d'autres collaborateurs. Du coup, Émilie Vandekix, quel est votre modèle économique? Parce que vous avez dit que pour l'instant vous ne pouviez pas vous rémunérer, mais j'espère qu'un jour vous allez pouvoir. J'espère aussi. Tout simplement, là, ça va faire donc bientôt 2 ans, donc on va étudier la chose. Le modèle économique, tout simplement, il faut travailler maintenant les volumes, d'où la perspective d'ouvrir un autre drive ou d'ouvrir d'autres boutiques, puisque quand on achète 50 kilos de pommes de terre à un agriculteur et quand on en commande 100 ou 200 la semaine, je pense que c'est complètement différent au prix du poids et au niveau de la livraison, au niveau des charges, au niveau des frais. Donc voilà, on va gagner, on va économiquement réussir comme cela. Parce que vous dites que vous ne voulez pas peut-être augmenter le prix finalement même de quelques centimes, c'est ça? Le principe, c'est vraiment de permettre aux gens de consommer local. Tout le projet de la Fourmilière est vraiment part sur le socle social et solidaire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être un magasin. On arrive à être moins cher que la grande distribution en achetant chez les agriculteurs locaux et de proposer de manger local. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir. On a des agriculteurs qui font de belles choses sur notre territoire. On peut vraiment se nourrir de A à Z complètement, puisque moi, j'ai changé mon alimentation suite à une maladie depuis 5 ans. Et donc, on peut complètement changer notre mode Mais il faut juste avoir envie. Donc, comme c'était impossible de faire la tournée des fermes, et vous le savez tous, je propose en un seul lieu de consommer. Il y a même une reine à Anguin, Madame Sueur. Voilà, alors on va donner l'adresse. Justement, donnons l'adresse de la reine à Anguin. Où est-elle? Alors, elle est au 22 bis rue Malville. Voilà, à Anguin. Donc, vous voulez dire que vous travaillez avec c'est la COP? Voilà, on travaille avec la COP, on a un partenariat et donc la COP commande et puis nous on livre à la COP et il y a un très bon partenariat, il y a des échanges d'adresses et voilà, c'est une belle histoire qui s'est créée aussi et puis ça permet aux Anguinois de consommer local. Comment on étend son réseau petit à petit, c'est un peu la stratégie. Alors Émilie Vandekix, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur, pour la Fourmilière 95? Je rappelle donc que comme vous l'avez expliqué, c'est tout un réseau. C'est une entreprise, un réseau qui fait travailler les agriculteurs et les producteurs et les éleveurs, bien sûr. Autour de nous. Et les créateurs. Et les créateurs. Parce qu'on a des savonniers, on a des biscuitiers, on a tout ce qui tourne autour du consommer local en zéro déchet. Et on a remis la consigne en place puisqu'on propose de consommer en vrac à la Fourmilière. Donc on a toute une gestion de bocaux et de lavage de bocaux. Mais on a remis aussi pour redonner du pouvoir d'achat. Et ce qu'on souhaite, c'est de s'agrandir sereinement sur le département et de mettre en valeur toute cette énergie et cette force de notre beau département parce que il faut que le Val d'Oise rayonne en Île-de-France. Et donc je pense que c'est un bon moyen par la nourriture et par le savoir-faire de notre territoire. Alors du coup, on retrouve tous les produits sur la plateforme internet, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, le système, c'est que nous, les petites fourmis qui commandons et qui mangeons, on commande, on prépare son panier, ce qu'on veut acheter. Exactement. En combien de temps est-ce qu'on récupère ces produits? Alors, pour l'instant, comme on est une petite équipe et faut que les agriculteurs, parce qu'ils cueillent quand on vient chercher le jour J, il faut leur laisser le temps. Donc, il faut commander avant lundi soir 19h et nous faisons la tournée le mercredi et le jeudi matin pour préparer les paniers le jeudi et on redistribue les paniers le jeudi et le vendredi. Donc, les petites fourmis, elles commandent avant lundi 19h et elles sont livrées le jeudi ou le vendredi selon leur choix de leur reine ou de la livraison à domicile.
Voilà, je rappelle que les Rennes, c'est l'endroit où on peut trouver les sacs de provisions que nous aurons commandés et qu'on peut commander de tout. Alors, je reviens sur ma question. Émilie Vandekix, c'est l'objectif du futur pour vous. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? L'objectif du futur, c'est d'ouvrir un magasin comme celui de Gonesse, qui n'est pas simplement un magasin. Alors avec la pandémie, malheureusement, on n'a pas pu mettre tout en effervescence ce beau projet. C'est une boutique tiers-lieu, c'est-à-dire qu'on propose une boutique, on propose un espace coworking, on propose un espace cooking, puisqu'on voulait mettre en place des cours de cuisine avec les produits locaux. Et donc, l'objectif et le futur proche, on espère mettre plein de boutiques comme celle-ci dans l'ouest du département, dans le sud, donc la première dans l'est. que vous envisagez, le prochain projet, ce serait pour l'ouest du département? L'ouest et l'est, il y a plein de pistes. Je ne peux pas vous dévoiler les villes qui vont ouvrir petit à petit cette belle idée. Merci Émilie Vandekix. Donc on va rappeler le site pour pouvoir commander des produits locaux. www.lafourmilière95.com. Et voilà, maintenant vous savez tout et vous pourrez réécouter cette émission bien sûr dès cet après-midi sur YouTube et puis sur le player bar de l'économie. Je vous rappelle qu'elle est rediffusée à partir de 13h30 et le soir à 18h. Donc vous saurez tout, vous ne pouvez pas rater ce qu'on vous dit à ce micro tous les matins. Autre coup de cœur au jury du Salon Effervescence 2021, c'est vous Alicia Nathalie, vous représentez l'ESAT des Bellevues. Alors peut-être expliquez-nous qu'est-ce qu'un ESAT? Un ESAT, en fait, c'est un établissement et service d'aide par le travail, ce qui permet à des personnes en situation de handicap qui le peuvent et qui le souhaitent aussi, surtout qui le peuvent, d'avoir un travail, en fait, de venir travailler. Nous avons plusieurs clients qui nous donnent du travail. Il y a beaucoup de conditionnement, donc qui nous donnent du travail et nous produisons ce travail. Donc je viens de vous parler du conditionnement, mais il y a plusieurs prestations. Il y a aussi de l'accueil, il y a aussi ce pourquoi je suis là, de l'audiovisuel. Il y a des gens qui partent en prestations extérieures. Enfin bref, voilà. Il y a plein de prestations différentes et ça met en valeur aussi les compétences des agents de production. Et donc je suis là pour la partie audiovisuelle. Alors vous, ce qui vous plaît, c'est l'audiovisuel, c'est votre passion, c'est ça? Oui, j'ai commencé il y a environ 6 ans. J'ai commencé par une petite vidéo de promotion pour l'ESAT, présentée au festival Regard Croisé. Et en fait, j'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu savoir comment ça se montait, comment on faisait, comment on tournait. Donc j'ai demandé au moniteur qui était en charge à l'époque de l'atelier de me montrer, de m'expliquer. Et de vous former finalement. De me former, voilà, c'est ça. Et depuis, j'ai plus arrêté en fait. Donc depuis 6 ans, vous vous formez à produire des films de plus ou moins longue durée. Ça, on verra, on va voir ensemble celui que vous venez de faire, bien sûr, qui s'appelle Mon masque et moi. Donc vous venez de produire ce film. Donc depuis 6 ans, vous vous formez à toutes les technologies vidéo qui existent, c'est ça ? C'est ça. Alors pour l'instant, je travaille essentiellement avec Final Cut Pro, qui est un logiciel de montage. Mais j'ai pour objectif de me former à d'autres logiciels, à d'autres technologies. Mais pour ça, il faut des formations. J'espère en avoir une prochainement. Voilà. Vous savez déjà quel logiciel vous aimeriez connaître en supplément ? Non, je sais pas trop en fait. J'ai surtout appris sur Final Cut Pro et je connais pas trop les autres logiciels. Je sais qu'il y a Premiere aussi sur PC, mais à part ça, je découvre. Et au niveau du matériel, est-ce qu'il y a une évolution en 6 ans ? Est-ce que c'est plus facile qu'avant ? Oui, il y a une évolution. J'ai vu ça parce qu'on a fait ce qu'on appelle à l'ESAT le duo D. C'est une journée où une entreprise ordinaire se met en binôme avec une personne en situation de handicap. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu faire le duo D physiquement.
Donc en fait, oui, la pandémie a retardé votre formation, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a Radio France qui a proposé à l'ESAT de faire un duodé en visio. Donc j'ai pu avoir le privilège d'être en binôme avec un journaliste d'RFI qui m'a fait visiter le logo de la radio virtuellement et qui m'a expliqué un peu sur quel logiciel il travaillait et qui m'a montré certaines choses et qui m'a expliqué aussi qu'on pouvait monter avec son téléphone. Donc je pense que je vais me diriger vers ça. Et j'ai aussi envie de me diriger vers le journalisme parce que en fait quand je pars physiquement en tournage, je ne peux pas porter de choses lourdes, je ne peux pas porter de projecteur, porter de caméra. Donc c'est moi qui pose les questions quand il y a des interviews. Voilà, c'est moi qui... Et c'est vrai que maintenant, au niveau de la vidéo, on peut utiliser son téléphone. Donc ça, c'est pas lourd pour vous, c'est pratique en fait. Non, c'est pratique. Oui. Alors, expliquez-nous un peu comment est venue donc Alicia Nathalie. Je rappelle que vous êtes à l'idée de ce film Mon masque et moi. Alors, comment vous est venue cette idée? C'est parce que vous avez trouvé la pandémie durait, on n'avait pas de masque, c'est ça l'idée au départ? En fait, non. L'idée vient de ma directrice de l'ESAT qui nous a demandé de faire à nous, équipe audiovisuelle, de faire un film pour expliquer aux gens comment porter le masque et pourquoi. Parce que certaines personnes comprenaient pas, disaient mais nous on peut pas respirer, on comprend pas et puis on peut pas se voir et puis on en a marre, on entend plein de choses, on entend moins bien, on comprend moins bien et en plus à la télé on entend plein de choses, on comprend pas, ça nous angoisse. Alors notre directrice a dit bon je vais demander à l'équipe audiovisuelle de faire un petit film pour expliquer pourquoi porter et comment porter ce masque. Alors Alicia Nathalie, on a compris que pour faire ce film, vous jouez de tous vos savoirs, c'est-à-dire le journalisme et la prise de vue. Expliquez-nous un peu comment vous avez fait pour faire ce film. Vous avez écrit un scénario au départ? En fait, là, le journalisme j'ai pas trop utilisé cette capacité. C'est surtout le montage. Ce film-là, physiquement, j'y ai pas trop participé. En fait, j'ai surtout aidé mes collègues, expliquer comment on montait, quelles images mettre avant, après, dans quel ordre. J'y ai pas trop touché techniquement. Et ce que vous avez voulu finalement, c'est surtout montrer par l'image, dans le bon ordre en fait, expliquer à tous ceux qui ont du mal à porter un masque que c'est important de porter son masque finalement. Oui, et surtout le message important à retenir, non seulement expliquer comment faire pour porter le masque et pourquoi, mais surtout le message important, c'est le faire passer avec humour. Parce que dans les médias, en fait, c'est souvent, on entend, il faut porter son masque, sinon on va être malade. Enfin, c'est vraiment angoissant, voilà, anxiogène. Et il y a des alertes, attention, voilà. Et nous, on voulait pas de ce mode de fonctionnement-là. Donc, on s'est dit, l'humour, c'est mieux. Alors, c'est un film qui dure combien de temps, Alicia Nathalie? 5 minutes. Et donc, du coup, vous le diffusez comment, ce film? Je crois, si je ne m'abuse, qu'il est sur Internet ou qu'il va être sur Internet. Et voilà. Donc voilà, c'est un film qui dure 5 minutes, qui explique comment porter son masque, qui montre que des super-héros ont des masques. Ça, c'est très juste, c'est une très bonne idée. Donc voilà, que si les super-héros ont des masques et qu'ils sont censés sauver le monde, et nous, en portant le masque, on sauvera, on protégera tout le monde. On protégera nos proches. Nos proches et tout le monde de cette pandémie qui nous embête.
Qui nous embête carrément, vous l'avez bien dit. Et puis surtout, on le sait maintenant que ça va durer, donc on en a pour un petit moment à porter son masque. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que au niveau de la santé, eh bien les bébés cette année n'ont pas de bronchiolite, donc ça veut bien dire que nous, les adultes, eh bien on transmet nos microbes et donc le masque finalement c'est quand même une bonne solution. Alors nous, au bar de l'économie, si vous voulez, on veut bien diffuser votre film. Il suffira que vous nous l'envoyiez, on le mettra sur nos plateformes vidéo avec grand plaisir. Et ben moi aussi avec grand plaisir, on vous l'enverra. Parce que c'est vrai que par l'humour, c'est quand même bien agréable. Alors du coup, vous avez utilisé la musique? Oui, on a utilisé. En fait, on a fait participer 21 agents de production de l'ESAT qui ont accepté, merci à eux. On les a interviewés, on leur a demandé ce qu'ils ressentaient avec ce masque. Ils nous ont expliqué. Alors il y en a certains, c'était très drôle, avec beaucoup d'humour. Il y a notamment, je pense à un qui a dit on va bientôt prendre sa douche avec. Voilà, enfin plein d'humour comme ça et en fait on a monté les interviews et autour des interviews on a été chercher des images donc de super-héros, on a été chercher des chansons, des musiques, enfin voilà, et on a fait un mix de tout ça. Et donc c'est un film qui dure combien de temps, Alicia Nathalie? Je crois 5 minutes. Donc on va le rappeler, donc c'est effectivement un film de 5 minutes pour expliquer Mon masque et moi à la population. Donc l'idéal ce serait aussi peut-être de pouvoir le diffuser en entreprise. J'espère. C'était au début, alors au début c'était pas le but. C'était un film pour nous en interne. Et comme on a été gentiment reconnus, merci Emmanuel. Merci au Salon Effervescence et au trophée organisé par Emmanuel Détieux. Reconnu pour ça. Donc au début c'était un film interne, mais vu les circonstances, je pense qu'on pourra le diffuser. J'espère en tout cas qu'on le diffusera plus largement. Et du coup, vous avez pu rajouter une image pour dire que vous aviez eu ce trophée à la fin du film encore. Ou pas encore, mais vous allez le faire, je suppose. Je pense. Pour vous faire reconnaître. Alors, c'est un atelier vidéo au sein de l'ESAT Les Belles Vues. On l'a bien compris grâce à vous, Alicia Nathalie. Vous l'avez bien expliqué. Merci beaucoup. Ce sont des journées de formation. C'est-à-dire, c'est toutes les semaines. En fait, non. En fait, voilà, je vous explique. l'ESAT, il y a plusieurs ateliers. Il y a l'atelier conditionnement, l'atelier feutrine. Enfin, voilà, il y a plusieurs ateliers, plusieurs îlots. Et l'audiovisuel est un atelier à part entière. Il y a une salle dédiée à l'audiovisuel. On a on va dire un studio où on a notre matériel, nos caméras, nos micros, enfin voilà, nos stations de montage, enfin voilà. Et en fait, on a un planning par jour, par semaine même, où avec une couleur, où chaque usager qui le souhaite, il y a une équipe de 12 usagers qui fait partie de l'atelier permanent. Et on est chacun à des jours, selon les semaines, de travail à l'audiovisuel. Donc ça peut être le lundi après-midi, ça peut être n'importe quand dans la semaine. C'est pas forcément des formations. Alors les plus chevronnés peuvent former ou expliquer à ceux qui découvrent. Mais c'est pas un atelier de formation en fait. Tout le monde peut venir dire je veux découvrir, moi ça m'intéresse, comme je l'ai fait moi. Moi ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir, explique-moi. Voilà. Alors du coup, Alicia Nathalie, vous, dans le futur, vous envisagez d'autres films ? Oui, en général, c'est pas le premier que je monte en 6 ans. On fait aussi des documentaires, on fait en plus généralement c'est des films d'entreprise, donc c'est des clients, comme pour tous les travaux qu'on fait à l'ESAT, c'est des clients qui nous donnent qui nous appellent et qui nous disent on a besoin d'un film pour la sécurité ou pour la promotion de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez venir tourner
est-ce que vous pouvez venir faire des interviews et après monter. Donc nous, voilà, selon la demande du client, on répond. Tout simplement. Voilà. Donc on vous appelle, on vous demande un devis et puis vous répondez et si Voilà. ça marche, vous faites. Ça, les devis, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est le chef d'atelier de l'ESAT et les encadrants de l'ESAT qui s'occupent de ça. Nous, les agents de production, les 12 que nous sommes, nous produisons. Donc nous montons, nous tournons, enfin voilà, c'est... Combien de films à peu près par an faites-vous, Alicia, Nathalie? Vous avez une petite idée? Ouh là là. Il y en a beaucoup. Ça dépend. Ah, oui, il peut y en avoir beaucoup, oui. Après, ça dépend du client. Peut-être, je sais pas, une vingtaine. Une vingtaine donc par an. Par contre, là, vous avez dû mettre un bémol, j'imagine, avec la pandémie, on peut plus faire de films. Oui, effectivement, là, c'est vraiment réduit. Alors, pendant le confinement, le premier confinement, j'ai eu la chance de travailler sur un film pour la résidence du Maine, qui était donc confiné. Tous les usagers étaient confinés dans leur chambre parce que la résidence du Maine est un foyer pour personnes en situation de handicap. Et au vu des mesures, ils étaient tous confinés chez eux. Et il y a un bénévole, un directeur de délégation APF du 95 qui a eu l'idée de faire un film sur comment se passait le confinement pour eux. Et en fait, il nous a envoyé les images sur un drive. Et nous, de chez nous, on ce qu'on appelle dérocher les images, c'est-à-dire on triait les images et on regardait ce qui était bien, pas bien, voilà, ce qui pouvait... Le travail de montage, figurer, donc, voilà, bien sûr, ça. Et de sélection des images. C'est ça. Hein, c'est bien ça, Alicia, Nathalie. C'est ça. Donc, du coup, si une entreprise est intéressée par votre travail, puisque vous avez dit que vous étiez un atelier quand même de 12 personnes, c'est important, il faut contacter donc les Bellevue, carrément. Oui. C'est ça l'appel qu'on peut faire. Oui. Donc on contacte les AD Bellevue et puis ensuite le responsable donne un devis ou propose vos prestations. C'est ça. Alors on transmet au chef d'atelier qui propose un devis, qui regarde si c'est possible ou pas, ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, donc on rappelle ce film, Mon masque et moi. Écoutez, vous le verrez bientôt sur les réseaux, puisque si les AD des Bellevue est d'accord, eh bien nous, au bar de l'économie, on est tout à fait d'accord pour le diffuser sur nos plateformes. Et donc, vous pourrez le voir prochainement. Merci en tout cas, Alicia, Nathalie, pour cette belle idée, parce que enfin un film humoristique sur le port du masque, moi ça m'intéresse aussi. Et puis, c'est vrai qu'il faut absolument garder cette habitude. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise idée. Voilà. En tout cas, on va repasser la parole tout de suite à Emmanuel Détieux. Alors, c'est vous qui recherchez donc chaque année les pépites pour ces fameux trophées, Emmanuel Détieux? Oui. En fait, le mode de fonctionnement est le suivant, c'est que nous enregistrons donc les inscriptions en tout début d'année, puisque jusque-là, le salon avait lieu au printemps, généralement pendant la semaine de l'industrie, puisque ce salon Effervescence est labellisé semaine de l'industrie. Cette semaine, en fait, est une semaine dédiée à la valorisation de l'industrie en France. Donc, encore une fois, en 2020, elle n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que l'on connaît. Donc, les inscriptions sont enregistrées. Pardon. Les inscriptions sont enregistrées donc en début d'année. Les exposants donc postulent et s'inscrivent pour être présents sur le salon. Alors, je rappelle juste une petite aparté que le salon, en fait, c'est le salon physique. L'exposition est très simple, ce ne sont pas des stands ostentatoires. Il s'agit en fait d'un petit manche debout. Donc chaque entreprise a un manche debout. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, que l'on soit une entreprise de 250 personnes ou qu'on soit seul. On a chacun un manche debout avec une potence sur laquelle est affiché le nom de l'entreprise et son logo.
Et donc, il y a des espaces donc exposants. Et je le rappelle, parmi les partenaires et parmi les exposants figurent également les établissements d'enseignement du Val d'Oise et notamment les établissements qui dispensent des formations en matière industrielle. Et je souhaitais aussi aujourd'hui souligner l'implication du lycée Le Corbusier qui en fait réalise depuis 4 ans les trophées. Alors peut-être que vous pourrez aussi, vous les avez pas apportés aujourd'hui, les lauréats, mais ils ont reçu de magnifiques trophées qui ont été réalisés par les élèves du lycée, la section ébénisterie et agencement du lycée Le Corbusier, qui réalise donc les 3 trophées du salon Effervescence. Donc les postulants à ces trophées en fait sont les exposants. Pour postuler au trophée, il faut exposer au salon Effervescence, et donc vous avez un questionnaire qui est, je parle sous votre contrôle, mais qui est très simple à remplir, où vous, en quelques lignes, vous présentez soit l'innovation, votre produit ou service Made in 95, ou votre projet de création d'entreprise. Et puis, un jury se réunit. Alors, on a un sous-groupe de travail au sein de la commission, au sein du comité de pilotage, on a un sous-groupe donc dédié à l'organisation de ces trophées et qui en fait va réunir un jury. Ce jury, il est composé en fait de tous les présidents des réseaux partenaires. Il se réunit donc, alors quand c'est en physique, il se réunit le matin du salon pour déterminer le lauréat de chaque trophée, et donc qui est récompensé par... alors cette année, c'était de façon virtuelle, donc le jury s'est réuni de façon virtuelle. On a suffisamment de moyens maintenant pour tout faire en distanciel. On devient des experts des visioconférences au fur et à mesure du temps, qui l'eût cru il y a une année seulement. Et cette année, pour remettre les trophées, donc qui ont été remis pareil en live sur Facebook, donc en comité très très restreint, était présent donc Benjamin Schroun, qui est conseiller régional Île-de-France, qui a remis le trophée de l'innovation. Pierre Kuchli, qui est président de la Chambre de commerce, qui a remis bien entendu le prix du trophée du Made in 95. Hein, c'est un fervent ambassadeur du Made in 95. Jocelyne Gantois également pour Initiative 95, la présidente d'Initiative 95, qui a remis le prix de la création d'entreprise Michel Lefebvre. Et puis pour remettre le prix coup de cœur du jury, c'est Jean-François Benon, directeur général du CEVO, qui a remis ce trophée. Voilà pour toutes ces explications très claires, effectivement. Et ce qui est important, si vous êtes entrepreneur, inscrivez-vous au salon Effervescence 2021 et inscrivez-vous bien sûr à ces trophées, comme vient de l'expliquer Emmanuel Détieux. Vous pourrez réécouter toute cette émission dès cet après-midi sur nos plateformes, notamment YouTube, Facebook bien sûr, et puis en son, vous cliquez sur le player de barredeléconomie.fr. On va tout de suite retrouver Pascal Boniface pour l'interview de Cédric Villani. Je vous rappelle que Pascal Boniface, c'est le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Pascal. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Cédric Villani, qui est un scientifique de haut vol, puisque vous avez eu Cédric Villani, le Maniac Fields en mathématiques, qui est considéré comme l'équivalent du prix Nobel. Et vous êtes un scientifique en politique, puisque vous avez été élu en 2017 député de l'Essonne, et vous avez très peu après votre prise de fonction fait un rapport remarqué sur l'intelligence artificielle. C'est justement d'intelligence artificielle dont on va parler aujourd'hui. Et peut-être première question, est-ce que vous pensez que nos concitoyens, et peut-être de façon plus étroite et plus large que vos collègues parlementaires, ont bien conscience des enjeux fondamentaux qui se posent aussi bien nationalement que internationalement du fait de l'intelligence artificielle?
Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais rajouter, avant de répondre à votre question, je vais rajouter à la présentation que je viens d'être élu aussi président de l'Office parlementaire scientifique, l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organisme bicaméral, à la fois des députés et des sénateurs, transpartisan, qui travaille sur tous les sujets dans lesquels la représentation nationale a besoin de s'emparer de questions scientifiques. Par exemple, nous venons d'être chargés par le président de l'Assemblée nationale de travailler sur la stratégie vaccinale pour conseiller le Parlement en la matière. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Intelligence artificielle, c'est un sujet scientifique et c'est un sujet politique. C'est un sujet dans lequel le politique a besoin de se nourrir du scientifique, mais c'est un sujet aussi qui est l'affaire de tout le monde. J'ai coutume de dire, la plus grande différence entre l'intelligence artificielle telle qu'on l'a pensée il y a une vingtaine d'années et telle qu'elle se développe maintenant, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'affaire de quelques spécialistes, et aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Et on en a trop et pas assez conscience. Trop au sens où beaucoup de nos décideurs disent intelligence artificielle, ont l'impression que l'intelligence artificielle peut-être va résoudre tout, mais se pose pas la question ou ne voit pas assez qu'est-ce que c'est en pratique, où est-ce qu'elle se fait, qui l'a fait, comment est-ce qu'on fait de l'IA juste à côté de chez moi. Souvent n'ont pas conscience que la France est une nation extrêmement respectée en intelligence artificielle, avec des ingénieurs de très haut niveau et des chercheurs parmi les plus renommés du monde, et dans le même temps où beaucoup de monde n'a pas conscience de la palette d'enjeux que ça peut être. Au niveau du Parlement, nous avons un Parlement aujourd'hui dans la configuration, dont la composition est inhabituelle, et il y a beaucoup de députés qui ont une certaine accoutumance par rapport à ce sujet. J'y ai modestement contribué, ainsi que certains autres de mes collègues. Je pense à Paola Forteza, je pense à Pierre-Alain Raffan, qui ont travaillé à diffuser auprès des collègues qu'est-ce que ça représente l'IA et pourquoi est-ce que c'est aussi leur affaire. Alors, est-ce que il y a beaucoup de fantasmes qui courent sur l'IA, mais revenons à ce que vous venez de dire, c'est que la France est très bien placée, que effectivement nous avons une école de mathématiques dont vous êtes l'un des fleurons qui est reconnu mondialement. Nos écoles d'ingénieurs sont considérées parmi les meilleures du monde, et en même temps, et vous l'avez vous-même pointé dans votre rapport parlementaire, nos talents fuient. Et finalement, la Silicon Valley est peuplée de Français qui n'ont pas réussi en France ou qui ont pensé qu'ils avaient plus de moyens de réussir à l'étranger. On s'est beaucoup félicité de l'attribution du prix Nobel à une Française, mais ça fait 20 ans qu'elle n'exerce plus en France. Comment faire pour retenir nos talents et faire en sorte que la France ne soit pas une pépinière de talents pour la Silicon Valley? Il y a quelques années, on pouvait dire beaucoup de monde qui part vers la Silicon Valley. Aujourd'hui, c'est pire. Vous avez beaucoup de monde parmi des jeunes ingénieurs brillants, des jeunes chercheurs brillants qui restent en France, mais partent vers les laboratoires des grandes entreprises étrangères. Le très beau laboratoire FAIR, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, de Facebook, le FAIR, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google et d'autres. Et c'est très très dur de résister à cette pression considérable dans laquelle nos chercheurs vont trouver là, à quelques pas de chez eux, des conditions de salaire, mais aussi des conditions de calcul, des environnements qui sont bien plus propices à leurs projets. Beaucoup moins de contraintes administratives, beaucoup plus de moyens, des équipes plus grandes, etc. Il y a quelques années, on pouvait dire encore que les sciences mathématiques françaises étaient peu touchées par la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une vraie fuite qui se fait vers ces grandes entreprises, ces grands laboratoires américains. Et je l'ai vu, beaucoup certains de mes collaborateurs et même des membres de mon équipe du rapport d'intelligence artificielle ont fait ce déplacement. Comment on peut lutter contre cela? En premier lieu et surtout en travaillant de notre côté. Ça veut dire donner à nos chercheurs plus de temps, moins de contraintes administratives, plus de moyens, plus de sélection de projets. Certaines des dispositions de la loi de programmation de la recherche vont dans la bonne direction en la matière, en donnant plus d'argent, par exemple, pour les projets, en facilitant certains programmes de recherche à cheval entre industrie et université. Il faudra en faire beaucoup plus. Et puis,
Nous avons un vrai enjeu de recrutement. La démographie qui vient dans le monde de la recherche dans la décennie à venir est favorable. Il faudra en profiter. De façon générale, la balle est dans notre camp pour donner plus de moyens et plus d'attractivité à nos jeunes chercheurs. Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu suite à votre rapport qui était très attendu? Vous étiez attendu. Est-ce que vous avez été entendu? Rapport très attendu. Rapport entendu au sens où quasiment toutes les mesures qui ont été proposées ont été adoubées par le gouvernement, à l'exception de celles qui prônaient d'augmenter de façon importante la rémunération des jeunes chercheurs en intelligence artificielle. C'est peut-être un problème. C'est l'un des problèmes, certes, mais je dirais au-delà, de façon plus importante, on a vu que c'était beaucoup plus difficile d'obtenir gain de cause, d'obtenir une mise en œuvre sur les mesures qui demandaient des changements, des évolutions culturelles ou des actions de la part de la communauté. Une des mesures qui ont été très bien mises en œuvre, qui étaient des mesures importantes, c'était la mise en place des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, 3IA. Dans la France, 4 instituts ont été labellisés. Par exemple, Paris-Centre, Toulouse, Paris-Centre, Toulouse, Grenoble et Nice qui ont été labellisés. Et dans ces 4 cas, il s'agit de grands pôles d'intelligence artificielle, à chaque fois avec des déclinaisons vers l'industrie, avec de la recherche, tout ce que vous voulez. Les actions comme cela ont été faites quand elles étaient institutionnelles. En revanche, des choses qui relevaient de la culture de terrain ont beaucoup plus de mal à se mettre en place. C'était notre recommandation qu'on ait un plan de multiplication par 3 de formation des ingénieurs, des étudiants en intelligence artificielle, en sciences des données et tout ce qui va avec, des formations qui soient développées sur le terrain de façon interdisciplinaire, avec beaucoup de projets, avec beaucoup de relations et de connexions. Bien sûr, on n'atteindra jamais ce x3. Même le x2 qui était recommandé par le gouvernement, on ne l'atteindra pas. Maintenant, c'est clair. Et en partie, les formations ont le plus grand mal à se mettre en place sur le terrain. Et ça sera un travail énorme à faire encore. D'où viennent les blocages là-dessus? C'est le monde universitaire qui est rétif à l'innovation? D'où viennent ces blocages? Le blocage, il est bien souvent dans la confiance, ou plutôt dans la défiance qu'il y a entre les institutions, et c'est un peu un cercle vicieux. Si le monde universitaire a besoin d'avoir des moyens sans qu'il y ait trop de contrôle, le monde universitaire se méfie d'une direction qu'on voudrait lui imposer. Parfois, vous avez un monde universitaire qui est méfiant vis-à-vis de tel ou tel développement. On sait que historiquement, le rapport entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise en France est très difficile. Et c'est un sujet sur lequel il y a des progrès, mais sur lequel les progrès sont lents, voire très lents. Alors, on entend beaucoup de choses sur la révolution sociétale que pourrait amener l'intelligence artificielle, notamment sur la fin du travail. Est-ce que vous pensez que le développement de l'intelligence artificielle pourrait conduire à une société où il y aurait plus de gens inutiles, pour reprendre des formules que l'on entend, c'est-à-dire que des gens qui seraient privés de travail par le développement de la robotique, de l'intelligence artificielle, et puis un creusement des inégalités déjà fortes, mais qui serait creusé par l'IA. Le creusement des inégalités liées à l'IA est une tendance naturelle, je dirais. C'est aussi au gouvernement d'en prendre conscience, de surveiller les choses. Je me souviens d'un ministre asiatique, ministre d'un pays asiatique très porté sur l'IA, me disant l'intelligence artificielle est un très grand développeur d'inégalités, on va dire. Je pense qu'il parlait en anglais, il me disait automatic inequalizer, quelque chose qui automatiquement augmente les inégalités. Cependant, bien malin qui peut prédire les évolutions du travail qui viennent avec l'IA. Spontanément, on peut penser qu'il y aura une tendance à la diminution des métiers, de certains métiers moyennement qualifiés, que les métiers de très haute qualification et très basse qualification ne souffriront pas forcément de la concurrence de l'IA, mais que les métiers qui sont entre les deux seront attaqués par l'IA et par la robotique. On peut aussi
observer que l'IA, par rapport au travail, est complètement contre-intuitive. Vous pouvez pas penser à l'IA comme à un humain d'une nouvelle catégorie qui va s'emparer de certains métiers. L'IA, ce sont des logiciels, des algorithmes qui vont pouvoir prendre en main certaines tâches. Je dis bien tâches, je dis pas métier. Un métier, souvent, c'est une combinaison de beaucoup de tâches. Et ce qui est complètement contre-intuitif, c'est que certaines tâches qui sont intuitives pour les humains sont inatteignables pour les IA. Et d'autres qui sont très difficiles pour les humains sont très faciles pour les IA. Vous avez aujourd'hui des IA qui jouent au jeu de Go mieux que les meilleurs humains du monde, ou qui détectent sur des images médicales le cancer du sein mieux que les meilleurs experts du monde, ou qui sont capables d'analyser l'évolution des cours de la bourse mieux que les meilleurs humains du monde, et de faire des transactions boursières à l'échelle de la microseconde plus vite que le meilleur des traders. Mais donc sur ces tâches spécialisées, des performances spectaculaires. Mais d'un autre côté, aucune IA n'est capable de faire le métier d'instituteur. Aucune IA n'est capable d'aller faire les courses pour vous à la crèmerie du coin. Aucune IA n'a abouti à quelque chose de significatif aujourd'hui sur les questions d'éducation à travers le monde. Donc, et ce sont pas des IA aujourd'hui qui font les livraisons pour Deliveroo ou qui sait quoi, ni des robots. Et il se passera très très longtemps avant que des robots soient capables de le faire. Donc vous avez quelque chose de contre-intuitif dans la façon dont l'IA investit le secteur du travail. La seule façon de savoir, c'est de mettre en place des laboratoires, des observatoires, de mettre en marge des expérimentations. Un exemple, il y a un moment où il y a eu tout un buzz sur l'IA qui pourrait résoudre les problèmes du chômage. Et vous avez des articles qui paraissaient dans des revues en première page et sur des couvertures. L'IA va résoudre le problème du chômage en faisant automatiquement l'association entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi, et ça va être la révolution. Ça n'a pas été la révolution. Et il fallait tester pour voir. Il y a eu des tests qui ont été effectués dans lesquels on a vu que les algorithmes qui fonctionnaient bien en matière d'IA et d'emploi n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait. Et Pôle emploi a fait ça très bien avec une expérimentation. Une moitié des demandes traitées avec IA, une moitié des demandes traitées sans IA, en aveugle, et on a pu comparer. Et c'est seulement avec des laboratoires et des expériences qu'on arrivera à voir les choses. Ça, c'est une recommandation que j'avais faite au ministère du Travail, qui à l'époque n'avait pas été suivi d'effet, mise en place d'une cellule d'expérimentation, d'observatoire là-dessus, et qui est en train de revenir aujourd'hui avec l'équipe actuelle au ministère du Travail, qui sont en train de travailler sur la mise en place d'un service, d'une cellule, quelque chose à définir, mais qui s'occupe de faire des expérimentations, de faire des observations et de suivre ce dossier. Et c'est ça. Quiconque vous dit aujourd'hui, comme on le voit dans certaines études, l'IA, ça va couper tant de % de nos emplois, ça va augmenter le chômage de temps, etc. Et quelqu'un qui prend des risques, soit un menteur, soit un affabulateur, soit quelqu'un qui a trop confiance. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et la composante, la façon dont l'humanité répond à ce nouveau sujet sur l'IA, c'est aujourd'hui sujet à expérimentation. Les trois mots-clés, je vais les remettre en avant. Ouais. Les trois mots-clés que j'avais choisi de mettre en avant lors de la remise de mon rapport en 2018, dans mon discours adressé au président, c'était expérimentation, partage, souveraineté. C'est la grille de lecture qu'il faut toujours avoir sur l'IA. Expérimentation pour un sujet qui est devenu extrêmement pragmatique. Partage pour un sujet qui se fait dans le partage des données et le partage des compétences. Souveraineté pour un sujet où c'est la souveraineté de l'humain qui est en jeu, quelle tâche l'humain décide de s'approprier. Et aussi la souveraineté géopolitique. Comment l'Europe se laisse pas dicter la voie par l'Asie et par l'Amérique. Comment est-ce que la France trouve sa voie dans le concert des nations, etc. Alors venons-en justement à cette souveraineté géopolitique que vous venez d'évoquer. Le président de la République, dans son discours devant l'ambassadeur en 2019, ce qu'il n'a pas eu cette année, disait que la France ne devait pas, et l'Europe ne devait pas être le partenaire junior soit des États-Unis, soit de la Chine, et qu'elle devait être autonome. Est-ce qu'en matière d'intelligence artificielle, nous sommes confrontés à ce choix binaire, ou est-ce qu'il y a un espoir pour que l'Europe, et la France, c'est lié, puissent avoir un rôle autonome, ou est-ce que le retard est déjà trop grand par rapport aux GAFAM, par rapport au BATX? Est-ce qu'il est encore temps pour l'Europe de jouer un rôle dans l'IA? Autonome est un trop grand mot. Souveraineté, j'appellerais pas ça l'autonomie, mais souveraineté, c'est la capacité de rester toujours
décisionnaire et de pas se faire imposer les choses par rapport à ses actions. Et les sujets majeurs que nous avons en Europe sont la faiblesse de notre industrie en l'IA, pas de la recherche. En recherche, l'IA, l'Europe est très forte. En revanche, pour le développement économique, pour le développement industriel, nous sommes très en retard. Et essayer de rattraper le retard sur des secteurs qui ont déjà été investis par l'Amérique n'est pas forcément la bonne idée. Là où il y a beaucoup de secteurs encore ouverts sur lesquels la messe n'est pas encore dite, si je puis dire. Je parle de l'exploitation des données industrielles, des données entreprises. Pour les données personnelles, pour l'instant, les choses sont pliées. Les grands réseaux sociaux, les grandes réservoirs de données personnelles que sont Google et Facebook, etc. On va pas maintenant se lancer dans la course pour essayer de la rattraper, ça n'aurait pas de sens. Mais l'exploitation des ressources industrielles, l'exploitation des données de santé, l'exploitation des données environnementales, l'utilisation de l'IA au plus près de chez vous, tout ça, ce sont des dossiers sur lesquels l'Europe peut encore jouer une partition majeure et sur lesquels nous devons le faire avec l'échelon français, avec l'échelon territorial, avec l'échelon européen aussi en ligne de mire, en horizon. Aussi, le dossier éthique est un dossier sur lequel l'Europe a été et toujours leader. Je parle du règlement général de protection des données qu'il fallait faire et qui est en train de s'imposer internationalement au-delà de l'Europe. Je parle de la mise en place de comités éthiques, d'actions pour décider ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en IA, sur lesquels l'Europe a un rôle moteur. Est-ce que vous pensez que la Commission, qui s'est affirmée sous la présidence de Madame von der Leyen comme géopolitique, avec des personnalités comme Madame Vestager, Monsieur Breton, est-ce que vous avez confiance dans cette nouvelle Commission pour jouer les cartes européennes par rapport aux géants chinois et américains? La présidente von der Leyen a eu des discours très forts, des discours brillants sur la place de l'Europe dans le monde et sur la façon dont l'Europe doit travailler sur sa souveraineté dans beaucoup de domaines. Il y a eu des paroles très fortes sur l'écologie, il y a eu des paroles très fortes sur le développement économique, sur des questions sociales, et c'est de très bon augure. Je dirais la façon dont la présidente von der Leyen à lancer les impulsions mérite d'être saluée. L'arrivée d'un commissaire européen comme Thierry Breton, avec un profil atypique, un très bon, bien sûr, connaisseur des dossiers industriels et économiques, c'est aussi quelque chose qu'il faut saluer. Et puis quelqu'un qui a dans sa carrière joué la carte européenne de façon forte. On sait que le partenariat entre Atos et Siemens est un partenariat innovant, industriel extrêmement fort, et donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut saluer. Sur la commissaire Vestager, on sait ses actions très fortes contre les GAFA et elle a fait preuve de courage et d'indépendance et c'est quelque chose d'important. Dans le même temps, il y a la politique de concurrence européenne, la doctrine doit être révisée. On a vu sur certains dossiers une commission européenne mettant le barrage, soit donnant des conditions inacceptables à des fusions ou des alliances entre grandes entreprises européennes et qui, à la fin, font le jeu des partenaires, font le jeu des puissances extra-européennes. Et donc, j'espère que la doctrine européenne va être révisée pour autoriser une concentration plus forte en matière de partenariat. On a vu des grands dossiers, bien sûr, sur le transport, par exemple, sur lesquels l'action de la Commission européenne, sur lesquels l'action européenne a été plutôt négative, je le dis comme je le pense, que positive. Et il faut réviser cette doctrine pour être très fort dans la concurrence, pour être très fort face aux acteurs extra-européens, mais aussi pour faciliter le rapprochement et la coordination des acteurs européens quand cela est justifié. Alors, un débat actuel, est-ce qu'il faut avoir peur de la 5G? Et question corollaire un peu différente, est-ce qu'il faut avoir peur de Huawei? Par rapport à la 5G, la position que j'ai prise en tant que parlementaire est dire 5G, pourquoi pas, mais ce n'est pas une priorité, le développement de la 5G. Et par rapport à un débat dans lequel, premièrement, la demande citoyenne de débat par rapport à la 5G est très forte, et deuxièmement, le débat technologique sur la montée des dépenses d'énergie, aussi sur la montée de la pollution en matière de hardware est extrêmement forte. On peut se donner le temps
on peut se donner plusieurs mois de débats, y compris de débats parlementaires, sur la stratégie nationale et européenne de sobriété numérique. Le gros débat qui est derrière la 5G, c'est pas tellement le débat sur la nocivité des ondes ou de l'exposition, c'est le débat sur la gabegie en matière de matériel, avec des smartphones qui sont renouvelés sans arrêt et sur lesquels on a très peu de recyclage, avec une consommation d'énergie qui va sans cesse grimpante, avec la façon dont le développement du numérique et la lutte contre le réchauffement climatique peuvent aller en contradiction l'un avec l'autre, illustré par les prises de position du Shift Project et tout ça. Et ça, ce sont des vraies questions légitimes aujourd'hui en 2020 qu'il faut adopter, qu'il faut regarder de front. Donc ma position de parlementaire consistait à dire la 5G, pourquoi pas, mais d'abord, avant, nous demandons au Parlement, c'était celle que j'avais avec mon groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, nous demandons au Parlement un débat sur la sobriété numérique, sur le recyclage, sur l'économie circulaire appliquée au numérique, sur les économies et comment on va aborder le dossier. Au moment où la 5G était en phase de développement, et je le voyais aussi dans les discussions au conseil scientifique de Orange, dont je faisais partie, il y avait cette idée que la 5G allait permettre des économies d'énergie. Parce que c'était plus directif, c'était plus économe. C'est une technologie qui permettait à volume de communication égal de dépenser moins d'énergie. Plus personne aujourd'hui ne soutient que la 5G va apporter des économies d'énergie. Par effet rebond, il va y avoir au contraire une augmentation d'énergie, mais liée à une augmentation aussi du volume de communication bien plus élevé. Et ça, il faut le regarder en face. C'est un débat très récent. Il y a encore quelques années, le débat sur le numérique, c'était numérique efficace, grandes données, grand stockage et souveraineté. Aujourd'hui, il faut y rajouter la sobriété. Et c'est un débat énorme. Et sur Huawei, il faut s'en méfier? Sur Huawei, c'est un dossier sur lequel, c'est une entreprise à laquelle il faut être extrêmement attentif. À une époque, j'ai été proche de Huawei et ça m'est arrivé, par exemple, de présider tel ou tel concours d'innovation organisé par Huawei. Il y a dans les chercheurs qui travaillent pour Huawei de grandes compétences et un laboratoire que je connais bien qui basé à Paris qui travaille sur les sciences de la donnée au service des sciences des communications avec des chercheurs de grand calibre et pour lesquels j'ai aucun doute sur la sincérité de l'action. Maintenant, ce qu'il faut voir en face, c'est que nous avons une évolution politique chinoise récente qui est extrêmement inquiétante et une politique extérieure qui est très agressive, tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique et que sur le plan des technologies. Et par rapport à Huawei, ce qu'il faut, au-delà de la question est-ce que Huawei est inquiétant, la question qui est posée derrière, c'est qu'est-ce que nous, surtout Européens, on peut faire? Et comment est-ce que nos équipementiers, Nokia, Ericsson, on peut les faire progresser, continuer pour éviter que le développement de la technologie il soit à la fin seulement chinois. Aujourd'hui, il y a des débats pour savoir si la 5G, elle est aujourd'hui si Huawei est dominant ou si Ericsson, Nokia sont capables de faire aussi bien. Pour la 6G, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de débat et qu'on se retrouve avec, si les tendances actuelles continuent, avec un Huawei qui sera l'unique opérateur au monde à être capable de déployer tous les volets de la technologie. Et donc, sur tout ça que de nous interroger, Européens, nous avons le devoir de soutenir notre industrie innovante et de développer, de faire les choses pour que nous puissions être souverains aussi sur ce secteur en tant qu'Européens. Nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous poser une question sur Léo Ferré. Qu'est-ce qu'évoque Léo Ferré pour vous? Je sais que nous avons cette admiration en commun, vous et moi, pour Léo Ferré, le grand chanteur, grand poète avec son maniement mélodique, avec ses grandes chansons, avec ses textes extraordinaires, avec ses cris de révolte, avec ses paradoxes aussi. Et Léo Ferré, puisqu'on était dans cet entretien aussi beaucoup axé sur des questions de souveraineté, qui doit nous rappeler à quel point la culture française est quelque chose qui a été riche,
qui est toujours riche, à quel point les grands chanteurs français font partie de notre patrimoine et de tous ceux dont nous devons être fiers. Et ce type de grand chanteur qui, avec ses mots, avec ses cris du cœur, avec ses révoltes, nous amène à nous dépasser, à vibrer, est quelque chose dont nous devons être aussi fiers en France que de notre grande tradition scientifique, mathématique, et qui doit nous guider aussi pour aller de l'avant. Dans un siècle où les questions culturelles vont continuer à s'inviter dans le jeu international et national, nous devons être très fiers de nos grands chanteurs et continuer à les pousser. Merci Cédric Villani, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet espace de temps. Merci beaucoup.